soyez les bienvenus. Bonsoir à tous, bonsoir Jacques. Bonsoir Carole, vous êtes magnifique Carole. Merci Jacques. Très estival. C'est ça. Oh, on voit que c'est l'été. Je sors de la plage, vous voyez. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau du meilleur des 30 histoires spectaculaires. Ce soir, vous allez découvrir ou redécouvrir des histoires plus incroyables les unes que les autres. Au programme, des témoignages émouvants et des images impressionnantes. Et pour commencer, ce numéro exceptionnel des 30 histoires spectaculaires, direction les terres arides de l'Est australien. Dans cette région semi-désertique, il ne fait pas bon être pris dans une tempête de sable. Eh bien oui, les images qui vont suivre sont très impressionnantes, puisqu'un couple d'automobilistes va se retrouver face à un mur de sable de plusieurs centaines de mètres de haut et de plusieurs kilomètres de large. Une route, une voiture, et au bout, nous sommes dans le désert australien, à 1000 km de Sydney. Comme tous les mois, à la même heure, Mel et Tom Brown rentrent chez eux en voiture. Ils rentrent de Broken Hill, une grande ville où ils viennent de faire leur ravitaillement. Il est 19h, le couple pense à la soirée qui les attend. Sauf que ce jour-là, ils vont arriver plus tard que prévu. C'était incroyable. Je n'avais jamais rien vu de tel. C'était effrayant. Cela faisait tout drôle de se diriger droit dans ce mur de sable. Un mur de sable de plusieurs dizaines de mètres de haut se dresse devant eux. Mel Brown sort alors son téléphone portable et filme. Quand je regardais sur ma droite, je ne voyais que des rouleaux de poussière qui avançaient sur le sol. À gauche, c'était pareil. Aucune percée possible dans ce mur. C'était dingue. Les murs de sable ou les tempêtes de sable se forment lorsque de l'air frais arrive sur de l'air très chaud, notamment dans les déserts. Et à la limite entre l'air froid et l'air chaud, on a des turbulences et des soulèvements verticaux qui vont arracher le sable et le soulever dans l'atmosphère jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Les tempêtes de sable comme celle-là sont des phénomènes d'assez grande échelle qui peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres de long. Et le sable, une fois qu'il est dans l'atmosphère en suspension, il met beaucoup de temps à redescendre, à se tasser. Le mur de sable n'est pas immobile, il avance même à plus de 50 km/h. Pour le couple, il est encore temps de rebrousser chemin. On s'est vraiment posé la question de savoir si on devait y aller ou pas. Mais on devait impérativement être à la maison avant une certaine heure et faire demi-tour nous aurait trop retardé. Je n'étais vraiment pas rassuré. J'ai tout de suite pensé au film Twister. Vous savez, la scène où la vache traverse la route. En fait, je m'attendais à ce que quelque chose nous arrive dessus sans crier gare, car il y avait un vent incroyable. J'étais terrorisée. Je ne savais pas ce qui pouvait se passer. Finalement, le couple décide d'affronter la tempête. La lumière est devenue rouge. Il faisait de plus en plus noir. On ne voyait presque plus rien. Plus on s'enfonçait, plus la visibilité se réduisait, jusqu'à ce qu'on ne distingue plus que les bandes blanches sur la route. La situation se complique. En quelques instants, la visibilité devient nulle. Comme on ne voyait plus rien, on avait peur de percuter une voiture ou autre chose. Je ne savais pas combien de temps cela allait durer, mais je savais qu'à un moment, cela s'arrêterait. À plusieurs reprises, on s'est demandé s'il fallait faire demi-tour ou s'arrêter sur le bas-côté. Mais même cela était très dangereux. Là aussi, une voiture aurait pu nous percuter. Nous devions maintenir notre trajectoire et rouler le plus prudemment possible pour nous sortir de cet enfer sains et saufs. Et au bout de plusieurs minutes, la lumière revient peu à peu. Quand on est enfin sorti du nuage de sable, la tension est retombée. On était tellement soulagés. La sortie du nuage s'est faite progressivement. La lumière est redevenue rouge dans un premier temps, puis tout est rentré dans l'ordre. C'était absolument incroyable. Si c'était à refaire, je le referais.
Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'avoir filmé tout cela. C'est une jolie fin, tant mieux. Un enfant de 4 ans est à surveiller comme le lait sur le feu. Quelques secondes d'inattention et la situation peut vite échapper à tout contrôle. L'histoire qui suit en est la parfaite illustration. Nous sommes dans une galerie commerciale en Turquie. Un enfant se retrouve suspendu dans le vide, très haut au-dessus du sol. Et si personne n'intervient, une tragédie se jouera sous les yeux des témoins impuissants. Et pour ceux qui croient encore que les léopards sont des gros chats inoffensifs, voici un démenti en images. La scène se déroule dans une réserve naturelle en Tanzanie. Ce jour-là, un ranger qui vient de soigner l'un de ses fauves va se faire une belle frayeur. Attention, ces images sont particulièrement impressionnantes. Après avoir capturé un léopard pour le vacciner, les rangers de ce parc naturel voulaient simplement lui rendre sa liberté. Mais le prédateur n'a pas eu l'air d'apprécier. Le parc de Nakuru, au nord-ouest du Kenya, abrite la faune la plus rare d'Afrique. Sur près de 200 km² de plaines et de lacs, on peut y observer des girafes, des rhinocéros blancs ou les très élégants flamants roses. Mais ce jour-là, c'est un autre animal qui va être au cœur des préoccupations, un léopard. Pourtant réputé pour sa grande discrétion, il est aussi un terrible prédateur. Le léopard est un des 37 félins de notre planète. Il fait entre 60 et 80 kilos, c'est une boule de muscles. Il est très puissant, très rapide. C'est sans doute l'un des plus rapides de tous les félins. Les rangers de la réserve s'apprêtent à rendre sa liberté au jeune léopard capturé quelques jours avant pour être soigné. Anesthésié pour le trajet en voiture, l'animal se réveille à peine. Le félin est désorienté et pas vraiment coopératif. Ils ouvrent la cage, mais le léopard ne bouge toujours pas. Alors l'un des gardes va l'inciter à sortir à l'aide d'un bâton. C'était la chose à ne pas faire, puisque quand on excite un félin avec un bâton ou un autre ustensile, ils vont se braquer dessus, obligatoirement. Et là, cet animal-là a même très bien compris qu'à l'autre bout du bâton, il y avait un humain. La réaction est immédiate. Le ranger est loin de se douter de ce qu'il s'apprête à vivre. Il a une très très bonne mémoire. C'est un animal qui est assez intelligent. Il est capable de réfléchir, d'anticiper, de changer ses stratégies de chasse, de s'adapter à une situation. Le léopard sort de la cage et passe à l'attaque. L'homme tente de remonter sa vitre, mais il est trop tard. Puis à la surprise générale, le léopard lâche prise et s'enfuit. Le coup de pied donné par le ranger, c'est dérisoire. Je veux dire, là, l'animal est tellement excité, énervé que ça n'a aucun effet. S'il avait voulu continuer et persévérer, il l'aurait pu. Il a évité simplement le pire, puisque le léopard est parti de lui-même après. Mais l'issue aurait pu être plus dramatique. Le ranger a eu beaucoup de chance. Il s'en sort avec seulement quelques blessures au visage et au bras. Il retiendra de cette terrible expérience qu'il ne faut jamais réveiller un félin qui dort. En quelques secondes, ce petit garçon laissé sans surveillance se retrouve dans une situation périlleuse. Un jeu d'enfant qui aurait pu très mal tourner. Nous sommes à Istanbul, en Turquie. Chaque jour, des milliers de personnes déambulent dans ce centre commercial à l'ouest de la ville. Des caméras de surveillance ont été installées pour la sécurité de ce lieu très fréquenté. Mais ce jour-là, elles enregistrent une scène qui va marquer les esprits. Depuis une dizaine de minutes, un petit garçon de 4 ans attend son père. Et pour passer le temps, il s'amuse sur les marches de l'escalier roulant. Non loin de là, Ali Aparo, un commerçant, observe ce petit manège, apparemment sans incidence. J'étais au téléphone et j'ai remarqué cet enfant qui jouait près de l'escalier roulant. Je me suis approché, mais comme tout allait bien, je suis retourné dans ma boutique, juste derrière. Ali regagne tranquillement sa boutique, mais en quelques secondes, le petit jeu enfantin prend une tournure inattendue.
Le petit garçon s'est agrippé à la rampe. Il monte et va se retrouver piégé à 5 mètres du sol. Alerté par les cris de l'enfant, Ali se précipite à son secours. Quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai couru jusqu'ici. Comme je n'avais plus le temps de monter l'escalier, je me suis posté en dessous pour tenter de le rattraper. Ali n'a pas le droit à l'erreur. La vie du petit garçon est entre ses mains. Soudain, l'enfant lâche prise. Par chance, Ali est parvenu à le rattraper avant qu'il ne s'écrase sur le sol. Il n'a rien eu, mais il aurait très bien pu tomber sur la tête et subir un traumatisme crânien, voire pire. En effet, Ali s'est retrouvé au bon endroit au bon moment et a pu ainsi éviter une expérience malheureuse à un petit garçon de 4 ans. C'est mon frère qui l'a sauvé. Et pourtant, il sortait tout juste d'une sérieuse opération. Mais il n'a pas hésité, au risque de se blesser. Je suis très fier de lui. Depuis, Ali est devenu l'un des commerçants les plus populaires d'Istanbul. Le garçonnet, lui, est en pleine forme. Quant à son père, il a préféré se faire le plus discret possible. C'est bien, hein? Ah, c'est pour ça que je ne vous lâche pas d'une semaine, moi. Alors, la curiosité est un vilain défaut, ça on le sait. Pourtant, quand un voisin regarde par la fenêtre en pleine nuit, ça peut quelquefois être bien utile. Sans le savoir, l'insomnie de M. Miko cette nuit-là va permettre à tous les habitants d'un quartier d'avoir la vie sauve et de se réveiller sans s'être aperçus de rien. Enfin presque. « 12 décembre 1999, vision cataclysmique sur ce carrefour très fréquenté. Mais que s'est-il passé ? Bois-Colombes, aux portes de Paris. Ce quartier paisible et sans histoire, Claude Miko le connaît par cœur puisqu'il y vit depuis toujours. Il se plaît à contempler le train-train quotidien d'une petite ville tranquille. Mais une nuit, il est réveillé par des bruits étranges. Ça se passait à l'extérieur, il y avait un échafaudage sur le bâtiment qui était en face, le vent s'engouffrait dans les toiles, évidemment ça faisait une prise au vent énorme, ça faisait un bruit infernal. Ces toiles sont tendues pour éviter les projections dues au ravalement de l'immeuble. Un immeuble de 5 étages recouvert sur plus de 400 mètres carrés. Vu l'ampleur de la structure, la moindre défaillance peut engendrer des conséquences dramatiques. En voyant ce spectacle, je me disais, il va y avoir une catastrophe, c'est sûr. Craignant le pire, notre témoin donne l'alerte. La police se rend sur place pour constater les faits. La situation est critique. L'échafaudage menaçait de tomber car il était à un endroit en haut à gauche, un petit peu dériveté. Il y avait une attache qui avait lâché. Si on a des gens sur un des 2 trottoirs à cet endroit-là, c'est forcément fatal. Pour sécuriser le secteur, les forces de police installent un périmètre de sécurité. Mais il faut agir au plus vite car le vent est toujours plus intense et l'échafaudage peut céder d'une minute à l'autre. Au petit matin, l'inévitable se produit. Il est tombé dans un fracas étourdissant, mais qui a réveillé tout le quartier. C'est un bruit terrible et c'est vrai que quand on le vit à proximité immédiate, on est vraiment ébahi par ce qui se passe à ce moment-là. C'était vraiment abominable, il fallait voir ce qui se passe, on aurait cru un cataclysme. Fort heureusement, le quartier ayant été bouclé à temps, l'effondrement n'a fait aucune victime, seulement des dégâts matériels. Ça a été au moins une journée pour les services de la voirie, pour remettre en place toute la circulation correctement, enlever les échafaudages, enlever toutes les voitures abîmées et nettoyer la chaussée. Donc ce n'est qu'en fin de journée, alors que la chute s'est passée à 6 h du matin, que la rue a été à nouveau ouverte à la circulation. Aujourd'hui, M. Miko peut se féliciter d'avoir eu le sommeil léger cette nuit-là, car c'est ainsi que le pire a pu être évité. Alors, si vous êtes fan de patinage artistique, et je sais que vous adorez ça, vous connaissez forcément les Russes Tatiana Totmianina
et Maxime Marinin. Ce couple incontournable est monté sur tous les podiums. Leur carrière a pourtant failli s'achever brutalement en octobre 2004. Ce jour-là, ils sont les grands favoris de la compétition du Skate America aux États-Unis. Pendant leur programme de danse sur glace, qu'ils ont répété des centaines de fois, Maxime réalise un porté de sa partenaire, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Tatiana Totmianina et Maxime Marinin totalisent à eux deux 39 médailles, dont 23 en or. Ils sont depuis longtemps les stars incontestées du patinage artistique. Mais le 23 octobre 2004, leur carrière a failli s'arrêter net. Ce couple russe au palmarès prestigieux est partenaire sur la glace depuis 1996. Il suscite l'admiration de nombreux fans. Leur professionnalisme est le fruit de milliers d'heures d'entraînement. Ils sont le fleuron du patinage artistique. Le patinage artistique, on a toujours l'impression que c'est toujours facile. On a quand même une prise de risque, même si pour les téléspectateurs, quand on passe à la télé dans une compétition, tout paraît si simple. Mais il y a beaucoup de travail, il y a quand même du danger qui domine aussi. 23 octobre 2004, au Skate America de Pittsburgh, l'une des compétitions les plus prisées aux États-Unis. Tatiana et Maxime entrent sur la glace. Ils sont les grands favoris de l'épreuve et leur programme est très attendu. Tout se passe comme prévu, jury et spectateurs sont conquis, la chorégraphie est parfaite. Mais après 2 minutes 30... Tatiana est inconsciente. Elle gît sur la glace. Maxime, lui, est tétanisé. Les secondes qui vont suivre l'accident semblent interminables. Tatiana n'a toujours pas repris conscience. En quelques minutes, les secours l'évacuent. C'est évidemment un choc très très violent. C'est choquant pour le spectateur ou le téléspectateur qui regarde. Des grosses chutes comme ça, il y en a très très peu, mais quand elles arrivent, elles sont assez violentes. Surtout en couple. Le couple artistique est quand même la discipline la plus difficile. Quelques heures plus tard, un flash spécial interrompt les programmes de la télévision américaine. Je voudrais rassurer tous les téléspectateurs et les fans de patinage car elle va bien. À son arrivée, elle était consciente et elle a été admise dans le service de traumatologie. Elle a très bien réagi à tous les examens qu'on lui a faits. Nous la gardons cette nuit en observation, mais ses jours ne sont pas en danger. Les médecins diagnostiqueront plusieurs commotions faciales et un traumatisme crânien. Mais heureusement, Tatiana semble n'avoir gardé aucune séquelle psychologique. Je me sens prête. Je veux retourner tout de suite sur la glace. Si ça ne tenait qu'à moi, j'y serais déjà. Après une chute pareille, je pense qu'il y a des appréhensions. Nous, on fait des chutes où parfois on se fait très mal. Forcément, après, on est toujours en train de cogiter. À mon avis, ça n'a pas dû être facile. Et les deux champions réussissent à surmonter ce drame et à revenir à leur meilleur niveau. 12 jours après ce terrible accident, Tatiana reprend l'entraînement. 3 mois plus tard, il remporte le championnat du monde en suscitant l'admiration de tous. Et en 2006, c'est la consécration. Tatiana et Maxime décrochent la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Turin. Le kitesurf, Jack, est un sport de glisse où le surfeur se laisse tracter par un énorme cerf-volant accroché à son harnais. C'est un sport nautique en pleine expansion, mais attention aux règles de sécurité. En août 2008, à Miami, un Américain de 28 ans est emporté par une rafale de vent, ça arrive souvent, et il va littéralement s'écraser contre la façade d'un immeuble. La télévision a filmé la scène. Qui oserait, Carole, imaginer une girafe agressive et violente? C'est impossible. Eh bien, ce n'est pas l'image que nous avons de ce noble animal, et oui, au long cou surmonté d'une si jolie petite tête. Comme souvent dans la nature, les mâles sont plus bagarreurs que les femelles. Les combats sont bien réglés, et vous l'entendrez dans un instant, le choc des têtes fait un bruit assez insolite et impressionnant. En Tanzanie, comme dans la plupart des pays d'Afrique de l'Est, les réserves naturelles et animalières abritent encore une multitude d'espèces sauvages. Parmi ces animaux emblématiques, la girafe se distingue avec la grâce d'une ballerine. Il faut dire qu'on la repère de loin,
son cou peut atteindre 6 mètres de haut. Cette fragile élégance, mêlée à une imperturbable sérénité, renforce l'affection que lui porte l'homme. La girafe est plutôt un animal pacifique parce que forcément, elle n'est pas dans le camp des prédateurs, mais plutôt dans celui des proies. Il n'y a pas de développement de gros comportements agressifs chez cette espèce-là. Et pourtant, les girafes peuvent elles aussi faire preuve d'agressivité. Des touristes qui filmaient ces 2 mâles, apparemment tranquilles, vont assister stupéfaits à un bien étrange spectacle. Ce violent affrontement correspond à un rituel de domination surnommé le necking, de neck, en anglais le cou. Les mâles sont côte à côte, ils utilisent leur tête comme une massue et enchaînent les coups dans un bruit fracassant qui résonne dans la savane. Tous les muscles du cou sont mobilisés. La tête, qui pèse près de 15 kg, est balancée à plus de 60 km/h. Et les cornes massives viennent s'écraser violemment sur le thorax de l'adversaire. Très vite, les girafes s'épuisent. Le combat semble terminé. Les girafes s'éloignent. Les 2 mâles abandonnent l'affrontement. Il n'y aura pas de vainqueur. C'est une idée reçue de croire qu'à chaque fois qu'on a des combats entre mâles mammifères, le but est forcément la mort de l'un ou de l'autre. La plupart du temps, les neckings se finissent par un abandon des deux animaux qui quittent et qui, soit après, vont aller saillir, soit vont aller manger l'un à côté de l'autre. Donc c'est souvent une issue et une fin pacifique, même si les animaux sont très très fatigués après, ça c'est sûr. Après cette mise au point, les 2 mâles rejoignent ensemble le troupeau, paisible, comme si de rien n'était. Et la vie reprend son cours. États-Unis, Floride. Kevin Kearney a débuté le kitesurf il y a tout juste 4 ans. Avide de sensations fortes, le jeune homme de 28 ans découvre alors qu'il peut repousser ses limites en défiant les vagues et en bravant les airs. Le kitesurf, c'est le surf tracté par cerf-volant. On a une planche qui permet de faire des figures dans tous les sens. On a un cerf-volant qui fait entre 7 mètres et 16 mètres carrés et qui nous sert de moteur pour se déplacer sur l'eau ou pour faire des figures. Le 18 août 2008, le jeune homme profite de la journée pour tester de nouvelles figures sur la plage de Fort Lauderdale. Ses amis l'en ont pourtant dissuadé. Un avis d'ouragan est annoncé sur la Floride. Kevin s'entête. C'était une super journée pour faire du kite. Car vous savez, cet été en Floride, on n'a vraiment pas eu de vent. Et ce jour-là, il y en avait. Donc j'ai ressorti ma planche comme tous les autres kitesurfers. Mais rien ne va se passer comme prévu. En quelques secondes, l'ouragan s'abat sur la côte avec des vents d'une violence phénoménale. Pour Kevin, c'est le début du calvaire. Un vent de 106 km/h le plaque violemment au sol. Le jeune homme perd connaissance. Accroché à sa voile, Kevin est alors propulsé dans les airs. Quelques mètres plus loin, sur le parking de la plage, il s'est écrasé contre le mur d'un immeuble. Ces types d'accidents sont vraiment très très rares. Le kitesurf est un sport qui peut devenir dangereux si la personne accumule énormément de bêtises d'affilée. Il y a du vent qui est vraiment pas stable, qui est vraiment dangereux, avec des conditions, un endroit qui est pas favorable pour aller faire du kite. Moi, en tant que moniteur de kitesurf, moi je vais pas là, c'est sûr. Kevin est inconscient, ses amis tentent de le ranimer. Il va être transporté d'urgence à l'hôpital, entre la vie et la mort. Ses blessures aux pieds et à la gorge semblent très graves. Finalement, Kevin s'en sort miraculeusement. S'il est sur pied une semaine après, c'est qu'il a eu vraiment beaucoup de chance. Je suis pas sûr qu'il continue le kite, parce que je pense qu'il s'est fait une belle petite frayeur. Le kitesurfer a flirté avec la mort. Il connaît désormais ses limites. C'est très dangereux ce que j'ai fait. Je le regrette vraiment. J'ai découvert que ce qu'il y a de plus précieux, c'est la vie.
Voici à présent une scène très rare, filmée par les volontaires d'une association protectrice des animaux. Nous sommes dans le Grand Nord. Une équipe de chercheurs vient de repérer un bébé ours pris dans un piège. Une opération de sauvetage s'organise, mais pas facile de prêter main forte à l'ourson quand la maman et son frère rôdent aux alentours. Quand on joue avec le feu, on se brûle et parfois on explose. C'est la mésaventure vécue par une brigade de pompiers de la région de New York. Ces soldats du feu imprudents vont s'en tirer pour cette fois à bon compte. Mais le bilan de cette erreur humaine aurait pu être tragique. Une explosion titanesque va semer le chaos dans tout un quartier. Cela ne devait être qu'un entraînement de routine. Mais pour ces pompiers, cela a failli devenir l'entraînement de trop. Nous sommes à Amsterdam, dans l'État de New York. Dans cette petite ville, les héros, ce sont eux. Les pompiers de Cranesville doivent leur réputation à l'intensité de leurs interventions. Et même dans une ville comme celle-ci, les soldats du feu s'astreignent à un entraînement rigoureux. C'est dans une maison dédiée aux formations que les pompiers s'exercent. Ce jour-là, ils donnent un cours aux nouveaux venus et vont mettre le feu à la bâtisse dans un but bien précis. La formation, elle est faite essentiellement pour reproduire ce qui se passe dans la réalité. Le principe, c'est connaître les phénomènes thermiques, le développement du feu. On est plus dans de l'observation pour comprendre le phénomène de manière à pouvoir s'en protéger lors des interventions. Cet entraînement est délicat. Chaque exercice exige une grande précision. Rien n'est laissé au hasard, surtout pas les charges d'explosifs qui servent à enflammer le bâtiment. Il faut savoir que les charges sont calibrées de manière à contrôler à tout moment le développement du feu. Tout est fait pour qu'il n'y ait aucun accident parce que c'est de la pédagogie et c'est pas de l'intervention. Et pourtant, le 27 avril 2002, Jim Romaine, un habitant du quartier, va filmer avec sa caméra une scène qui va très mal tourner. En effet, dans le sous-sol de la maison, un mélange de kérosène et de gasoil a été répandu. Tom Champagne est rodé à l'exercice. Sa mission, allumer le feu et déclencher un incendie. Mais Tom ignore que le dosage des carburants n'est pas conforme à la norme. Tout ce dont je me souviens, c'est que je me suis avancé avec la torche vers la maison. La visière de mon casque s'est refermée et tout m'a explosé au visage. Dans le quartier, la détonation est telle qu'on croit d'abord à un tremblement de terre. Le vidéaste amateur a lui aussi été soufflé par la déflagration. Quand il se relève, son caméscope tourne toujours. La vision est surréaliste, il ne reste rien de la maison. Et Tom a disparu sous les décombres. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai regardé sur ma gauche, il y avait un tas de débris à la place de Tom. Tout ce que je pouvais voir, c'était un morceau de son manteau. J'ai pensé qu'il s'était fait pulvériser. Les pompiers doivent éteindre le brasier. Un nuage d'une épaisse fumée recouvre le quartier. Les fouilles s'organisent alors pour retrouver d'éventuels blessés. Mais la visibilité est quasiment nulle. Après 20 minutes de recherche, alors que tout espoir de retrouver Tom semblait superflu, je me suis retourné et j'ai vu Tom. Il respirait, il était vivant. C'était inespéré. Malgré quelques brûlures légères, Tom a survécu à cette explosion ahurissante. 4 autres pompiers ont également été blessés, mais ils en ressortent plus unis que jamais. C'est sûr, il y a un lien très fort qui nous unit maintenant, presque fraternel. Comme on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Cette vidéo est devenue une référence et circule dans les casernes américaines, puisqu'elle fait désormais partie d'un programme de prévention destiné aux jeunes pompiers pour qu'un tel accident ne se reproduise jamais. Un ourson de 6 mois vient de se prendre dans un piège. Il crie sa détresse sous le regard impuissant de sa mère. Majestueux, l'ours blanc peut mesurer jusqu'à 3 mètres de haut et peser près de 800 kilos. C'est en Arctique que vit le plus grand des carnivores terrestres. La banquise est son territoire. Un territoire devenu un lieu de survie. En raison du réchauffement climatique, l'ours blanc est aujourd'hui menacé. On estime que d'ici 30 à 50 ans, il ne restera plus qu'un tiers de la population. C'est la raison pour laquelle, depuis de nombreuses années, des associations de protection surveillent les ours blancs.
Parmi elles, la RASPA, une organisation russe qui sillonne régulièrement la banquise, caméra au point. Ce jour-là, l'attention des 5 scientifiques est attirée par des hurlements. Ils se rapprochent des cris et vont devenir les témoins d'une scène terrible. Le petit, eh bien, s'est mis malencontreusement la patte dans ce collet. Un piège à renard qui ne blesse pas l'ourson, mais le rend totalement prisonnier. Et évidemment, c'est tout de suite la panique et la femelle est complètement désarmée par rapport à ce genre de choses. Quand on voit un petit qui hurle comme ça dans un piège, il faut absolument trouver un moyen pour essayer de libérer le petit. Pour les scientifiques, il faut agir au plus vite pour libérer le petit ours qui risque de perdre sa patte et à terme sa vie. Mais il y a un problème. La mère, trop proche, rend impossible l'intervention. Il faut absolument que la femelle arrive à laisser un petit peu d'air, je dirais, aux gens de l'association pour arriver au petit. 2 coups de fusil retentissent alors sur la banquise. Tirés en l'air, ils éloignent la femelle du lieu du drame. Le sauvetage peut commencer, mais la situation reste périlleuse. C'est vrai que c'est un moment très très tendu. Si la femelle prend sa décision de bondir sur les intervenants, ils ne vont pas avoir le temps de faire. Malgré le danger, les bons samaritains tentent de sauver l'ourson qui hurle de plus belle. Au bout de plusieurs minutes qui semblent interminables, le piège cède enfin, libérant la patte de l'ourson qui recouvre sa liberté. Quand le petit il est libéré, on voit bien qu'il n'y a aucune hésitation, c'est de retourner vers la protection de sa mère qu'il avait perdue quelques instants. C'est tout à fait émouvant parce qu'une femelle d'ours polaire, avec des tout petits comme ça, reste toujours collée à ses petits, en permanence. Et donc c'est tout à fait émouvant de voir cette femelle qui va être obligée de quitter son petit, d'abandonner à un moment donné quelque part son petit et presque de faire confiance aux hommes. Donc c'est une relation tout à fait particulière. Un ourson sauvé, une famille reconstituée, un moment unique de partage entre l'homme et l'animal, quelque part sur la banquise. Vous savez que ça me rappelle le jour où vous étiez coincé le talon sur le plateau et je vous ai laissé toute la nuit. L'histoire qui va suivre se déroule en Corée du Sud, mais elle aurait très bien pu se produire en France. Il est 3h de l'après-midi sur les quais du métro de Séoul et les rames sont bondées quand un petit garçon échappe à la vigilance de sa maman et tombe sur les rails. Un scénario qui aurait pu tourner à la catastrophe si Kim Dae-yeon, un étudiant, ne s'était pas conduit en héros. Séoul, capitale de la Corée du Sud. Une fourmilière parcourue chaque jour par 11 millions d'habitants. Dans les rues, les embouteillages sont incessants et le moyen de transport le plus rapide reste le métro, emprunté quotidiennement par des millions de voyageurs. Aux heures d'affluence, les quais et les rames sont bondés. 4 novembre 2005, il est 15h, sur le quai de la station Han-Han, tout paraît calme. Un métro vient de quitter les lieux, un autre arrivera dans moins d'1 minute. Sur le quai, un petit garçon échappe à la vigilance de sa maman. Et pour une raison inexpliquée, il vient de tomber sur la voie. Sa mère se précipite, mais elle semble impuissante. Le métro approche. Dans quelques secondes, il sera trop tard. Sur le quai d'en face, un jeune homme surgit, saute, traverse les voies, récupère le petit garçon avant de le remonter. Tout s'est joué en quelques secondes. Le métro fait son entrée dans la station. L'enfant trottinait sur le quai et je le regardais simplement parce que je le trouvais mignon. Je n'ai même pas compris ce qui se passait, mais en voyant le danger, je n'ai pas réfléchi et j'ai sauté. Un acte héroïque. Par sa détermination, Kim Dae-yeon a sauvé le petit garçon. Depuis, l'étudiant courageux est un exemple pour tous et le maire de la ville lui a décerné le prix de la ville de Séoul. Je ne pense pas avoir été héroïque, je n'ai fait que mon devoir, mais je suis quand même très fier de recevoir ce prix.
Depuis ce jour, le jeune étudiant est un héros national et son humilité fait honneur à toute une génération. Privilège de la jeunesse, hein, Jacques? Oui, c'est vrai. Ce soir, 2 chèques de 1 500 € sont à gagner. Pour participer au tirage au sort qui désignera le gagnant du premier chèque, il vous suffit de répondre correctement à la question suivante. Écoutez bien, quel animal est coincé dans un piège? 1, un lionceau. 2, un chaton. 3, un ourson. Vous jouez par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 7 14 14 ou en téléphonant au 36 80. Et nous allons marquer une courte pause. Voici un aperçu de ce que vous découvrirez après la publicité dans le meilleur des 30 histoires spectaculaires. Et je vous dis à tout de suite. Patrick Walsh est photographe. Il va plonger pour la première fois à la rencontre du mythique requin blanc. Mais en pleine plongée, Patrick va avoir la peur de sa vie. États-Unis, une chaîne de télévision espérait tourner un reportage sur la sécurité des passages à niveau. Un reportage efficace. La preuve. Depuis l'âge de 17 ans, Florence Artaud a tout gagné et pulvérisé tous les records. La petite fiancée de l'Atlantique a un palmarès impressionnant. Mais lors de la course de l'Europe, elle est victime d'un accident rarissime. Vous êtes bien sur le plateau du meilleur des 30 histoires spectaculaires et si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Le danger peut être une drogue. Certains en sont même accros au point de se frotter au plus grand prédateur que la Terre a connu depuis les dinosaures. J'ai nommé le grand requin blanc. Bien sûr, une cage protège ces plongeurs téméraires, mais que pèsent quelques petits barreaux d'acier face à un monstre marin de 2 tonnes, affamé, lancé à pleine vitesse. C'est cruel de parler de vous comme ça. Alors, l'homme canon est un numéro de cirque aussi connu que périlleux. Il consiste tout simplement à projeter un être humain dans les airs à l'aide d'un canon. C'est très malin, ça. Et ce jour-là, en Floride, le boulet humain, Hermès Zamperla, a frôlé la mort. L'homme canon, une attraction apparue vers la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, il n'y a plus que 7 hommes canons dans le monde. Hermès Zamperla est l'un d'entre eux. Il va connaître à ses dépens les risques du métier. Dès le décollage, j'ai tout de suite compris que ça allait mal se terminer. Nous sommes à Harrisburg, dans l'Illinois, au cœur même des États-Unis. C'est près de cette petite ville que nous avons rencontré Hermès Zamperla. Il est venu avec sa femme Cathy participer au festival de Kevin Rock. Sous le regard incrédule des jeunes festivaliers, il va présenter un numéro unique au monde, celui de l'homme canon. Une discipline que cet enfant de la balle connaît bien, puisqu'il la pratique depuis sa tendre enfance. Quand j'étais petit, cela me fascinait. C'est fabuleux d'être homme canon. On a l'impression de voler comme Superman. Ce sont des sensations difficiles à décrire. C'est un peu comme sauter d'un avion en plein vol. C'est unique et en même temps tellement dangereux. En effet, le numéro de l'homme canon est extrêmement risqué. Les réglages de la machine sont complexes et la moindre erreur de calcul peut être fatale. Les risques d'accident sont multiples et certains peuvent être mortels. Le canon est un mécanisme très compliqué et les réglages doivent être précis. Rendez-vous compte, je passe en 1 seconde de 0 à 85 km/h. Malgré son expérience et sa maîtrise parfaite de l'exercice, en mars 2002, Hermès va commettre une terrible erreur. Alors qu'il est propulsé dans les airs, au bout de quelques secondes, le public constate avec horreur que notre homme atterrit beaucoup trop loin. Dès le décollage, j'ai compris que ça allait mal se terminer. Je me souviens avoir crié et prié Dieu pour que je m'en sorte. Un accident spectaculaire dû à une petite erreur de calcul. Cet accident était entièrement de ma faute.
Je n'étais pas suffisamment concentré sur les réglages et mes erreurs de calcul m'ont fait parcourir 13 mètres de trop. Sa femme, Cathy, présente ce jour-là, nous raconte comment elle a vécu ces instants dramatiques. J'en étais malade. Je me souviens encore très bien du bruit que cela a fait, de la façon dont il a heurté le sol, de la violence avec laquelle son corps et sa tête se sont écrasés. C'était tout simplement abominable. Pendant quelques minutes, le public, sa famille, ses amis, tout le monde craint le pire. Mais par miracle, Hermès va survivre à cette chute. J'ai eu une hémorragie cérébrale, le foie perforé, j'ai eu des côtes et des vertèbres cassées. J'étais vraiment dans un triste état. C'est vraiment un miracle que je sois encore là aujourd'hui pour vous parler. Hermès est totalement rétabli après 1 an de convalescence. Mais pendant longtemps, le souvenir de cet horrible accident l'empêche de remonter dans un canon. Un jour pourtant, l'envie de pratiquer sa passion est la plus forte. Vous savez, quand on a vécu un tel traumatisme et que l'on est un compétiteur, il est difficile de rester sur un échec comme celui-là. Et je crois que pour Hermès, c'était très important de prouver qu'il pouvait le refaire. À partir de ce moment-là, personne n'a pu l'en empêcher, même pas moi. Au début, je me suis dit que je ne le referais plus. Et puis, il y a eu cette voix intérieure qui me disait « Vas-y, refais-le, essaye à nouveau ». Aujourd'hui, Hermès a su dépasser ses angoisses et, fort de son expérience, propose à nouveau ce numéro unique au monde à un public heureux de le revoir. Désormais, je m'efforce de rester concentré afin de ne plus jamais commettre d'erreur. Mais ce spectacle sera l'un des derniers de notre homme canon. En effet, il a depuis mis un terme à sa carrière. Avec la retraite d'Hermès Zamperla, la discipline va devenir orpheline et il ne restera plus désormais que 6 hommes canons à travers le monde. Ils se sont enfermés dans une cage pour filmer le grand requin blanc. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'ils allaient finir en tête-à-tête avec lui, à l'intérieur de la cage. Au nord du Mexique, la Basse-Californie, un petit coin de paradis. On y vient pour découvrir les plus beaux spécimens de mammifères marins. Chaque jour, des bateaux partent à la rencontre du grand requin blanc. Le prédateur vit en colonie à seulement quelques kilomètres des côtes. Patrick Walsh est photographe. À 33 ans, il va plonger pour la première fois à la rencontre de cet animal mythique. J'ai toujours été passionné par les requins. Je voulais les voir dans leur environnement, plonger avec eux et voir comment ils vivaient. Pour immortaliser cette première, Patrick est accompagné de Paul Damgaard, un autre photographe spécialiste des fonds marins. Des cages spéciales sont immergées pour que les 2 hommes puissent filmer les requins en toute sécurité. Je me sentais vraiment en sécurité dans cette cage. Pour moi, il était impossible qu'un requin nous atteigne, à moins de sortir le bras à l'extérieur. Pour attirer les prédateurs, des morceaux de poisson sont lancés depuis le bateau. Sous l'eau, protégés par les barreaux de la cage, les 2 hommes aperçoivent un premier requin. La visibilité est parfaite. Patrick n'a jamais vu de requin blanc d'aussi près. Un deuxième requin encore plus imposant fonce alors droit sur eux. Le requin était énorme. C'est l'animal le plus gros que j'ai jamais vu. Mais Patrick ne se doute pas que dans quelques secondes, il va filmer une scène mémorable. Le requin d'environ 2 tonnes s'encastre dans la cage. Il a foncé dans la cage. C'était d'une violence. Je suis tombé et Paul a été propulsé au fond. La peur s'empare des plongeurs. Puis en 1 seconde, tout a basculé. Je voyais ce requin qui essayait de nous attraper dans sa gueule. Les bulles d'oxygène m'empêchaient de voir ce qu'il se passait.
Quand Patrick reprend ses esprits, il découvre que la cage n'a plus de porte. Il est maintenant livré à lui-même au milieu des requins blancs. Et ce n'est pas tout, son ami Paul a disparu. Puis, je me souviens juste d'avoir aperçu une tache rouge dans l'ombre du requin. Je ne voyais plus Paul et je me suis dit, ça y est, il s'est fait dévorer. J'étais terrifié. Je ne me faisais pas d'illusions. Si le requin avait mangé Paul, j'étais le prochain. Patrick doit sortir de l'eau au plus vite. Il regagne le bateau avant d'être recueilli par l'équipage. Là, à sa grande surprise, Patrick découvre que son ami Paul est vivant. Il l'avait précédé de quelques minutes. C'était surréaliste de retrouver Paul après tout ce qui nous était arrivé. Je n'arrivais pas à y croire. Nous étions tous les deux sains et saufs. C'était un tel soulagement. Patrick se souviendra longtemps de ce premier tête-à-tête avec le grand requin blanc. Sa passion reste néanmoins plus forte que la peur, même s'il en connaît désormais les limites. Je sais que vous aimez beaucoup la mer, l'océan, les vagues, les bateaux, la voile, le vent. En 91, la navigatrice Florence Artaud, vous vous souvenez, est au sommet de sa carrière. Pourtant, lors de la course de l'Europe, cette même année, peu après le coup d'envoi, à quelques encablures de la ligne de départ, la navigatrice est victime d'un accident d'une rare violence. Rencontre avec Florence Artaud, qui revient sur son incroyable aventure. Avril 1991, à bord du trimaran Pierre Ier, Florence Artaud et son équipage prennent le départ de la célèbre course de l'Europe. Mais alors que le multicoque est lancé en pleine course, depuis l'âge de 17 ans, elle a affronté les vagues et les tempêtes de toutes les mers du monde, pulvérisé le record de la traversée de l'Atlantique Nord en solitaire, remporté la célèbre route du Rhum et la Transpacifique. Rien n'a jamais arrêté Florence Artaud. En avril 1991, à bord de son bateau Pierre Ier, celle que l'on surnomme la petite fiancée de l'Atlantique, prend le départ de la course de l'Europe. Ce jour-là, il y avait des conditions qui sont assez extrêmes pour les multicoques, c'est-à-dire c'est pas tempête, c'est pas petit temps sympathique, c'est voilà à peu près le temps qu'il y a là. Dans les 60 km/h de vent. Et on va à fond. Donc on était lancé à pleine vitesse. Et puis tout d'un coup, mais sans rien comprendre, on était à 23-25 nœuds, je vois devant moi stationner 3 Zodiacs. 3 Zodiacs de la Marine nationale coupent la route du bateau de la navigatrice, lancée à 60 km/h. Je comparerais ça pour les terriens à un accident de voiture, une grosse catastrophe qui va vous arriver et à laquelle vous ne pouvez absolument rien faire. Le choc a été incroyable, ça a fait un bruit, c'était du délire. On a eu des pièces qui nous sont retombées sur le bateau, des pièces de moteur, de console, du bois, des trucs incroyables. Le bateau a percuté de plein fouet les embarcations des commandos marines, avec 5 marins à bord. Jamais encore un tel accident ne s'était produit au départ d'une course. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a tapé un Zodiac par le travers avec la coque centrale du trimaran et l'autre par le travers avec le flotteur. Mais les deux dans la même seconde. Et on les a coupés en deux. Ça a dû être horrible pour ceux qui vivaient cette agression d'un bateau avec des lames d'étrave coupantes. Comme c'est pas possible, leur foncer dessus à 25 nœuds en étant totalement impuissants. Pour eux, ça a dû être affreux. L'équipage de Florence Artaud se mobilise. Les militaires sont à l'eau, certains tentent désespérément de s'accrocher au multicoque, d'autres disparaissent dans les vagues. La confusion est totale. Plus les minutes passent, plus les passagers des Zodiacs sont en mauvaise posture. Il y en avait un qui était coincé entre le Zodiac et la dérive du bateau, sous la coque, la tête dans l'eau, avec 2 mecs qui étaient en train de lui tirer chacun une jambe pour essayer de le ressortir à la surface pour qu'il respire. Quelques minutes plus tard, un Zodiac de la Marine nationale est sur place pour évacuer les blessés. À bord du bateau de course, on attend avec angoisse de leurs nouvelles. On a eu énormément de chance qu'il n'y ait pas de mort et pas de blessés graves. Chacun espère alors reprendre la course,
Mais pour Florence et ses hommes, ce sera un retour à la case départ. Le bateau, il a été lacéré comme des rayures ou des coups de rasoir du début à la fin du bateau. La coque centrale était déchirée, on avait des bois d'eau partout, un safran tordu, donc on ne pouvait pas aller plus loin, donc on a décidé d'arrêter la course. Il faudra donc 2 jours et 2 nuits pour réparer le multicoque, avant de pouvoir repartir. Quelques années après, je sais pas, peut-être 8-10 ans après, au Festival du Vent à Calvi, un légionnaire m'aborde dans un bar en me disant « Regarde la cicatrice que j'ai là. Je suis trop fière, c'est toi qui me l'as faite. C'était Pierre Ier au départ de la rue du Rhum en 91. Je me suis pris les traves en pleine tronche. Il voulait que je lui dédicace sa cicatrice. » Dans la série maintenant, la nature est parfois cruelle. Voici un grand moment de solitude pour un petit manchot de l'Antarctique. Dans la séquence qui suit, un manchot est traqué sans merci par 2 énormes orques et polars. Pour lui, la marche de l'empereur risque fort de s'achever dans l'estomac d'un cétacé aux mâchoires surpuissantes. Certaines personnes raffolent des surprises, d'autres non. Alors qu'ils s'apprêtent à battre un record du monde à la rame autour des îles britanniques, 4 Anglais vont s'illustrer d'une manière tout à fait inattendue. Ils voulaient être des champions, ils seront des héros, car un défi imprévu les attend au milieu des flots. 3 août 2009, effervescence sur les bords de la Tamise à Londres. 4 hommes se préparent à entrer dans l'histoire. Ils vont tenter le record du tour des îles britanniques à la rame. Le but, récolter des fonds pour une cause associative contre le cancer. Les Britanniques Oliver, Will, Nick et Rob embarquent donc à bord du British Orchid pour une aventure inédite. Et c'est en cadence et dans la bonne humeur que le voyage commence. Un seul et unique objectif, ramer, ramer et encore ramer. C'est le 2e jour, il est 6 h du matin. Nous sommes le 7e jour, on est samedi. Alors, ça fait quoi de battre un record du monde? Les jours se succèdent, mais après le beau temps, la tempête. Les 4 sportifs ne perdent rien de leur détermination et affrontent vaillamment les caprices du temps. Mais le 11 août 2009, après 9 jours d'une course acharnée, alors qu'ils naviguent au large de l'Irlande, ils vont être les témoins d'un événement invraisemblable. Alors qu'ils se croient seuls au milieu de la mer, ils sont alertés par un bruit aussi subit que violent. Allô, ici l'Orchid. On a entendu une sorte d'explosion. On dirait que quelque chose a heurté la mer. Quelque chose vient de tomber dans l'eau. Aussitôt, Will prévient les gardes-côtes. Rob, quant à lui, ne lâche pas sa caméra. Poussés par l'angoisse et la curiosité, les rameurs foncent en direction du lieu de l'impact. Et là, au beau milieu de l'océan, ils découvrent un homme juché sur l'aile de son avion. Le petit avion s'est abîmé en mer. L'homme est vivant, mais il dit ne pas savoir nager. Et l'eau est glacée, pas plus de 7 degrés. Vous étiez combien à bord? Je suis tout seul. Appelez les secours. C'est fait, ne vous inquiétez pas. Après 20 minutes d'attente, les secours arrivent. Un risque persiste, à tout moment l'avion peut sombrer dans les profondeurs. La manœuvre est donc délicate, il s'agit de récupérer le naufragé sans le faire tomber dans la mer. Grâce à la dextérité du pilote de l'hélicoptère et à l'agilité du sauveteur, en quelques secondes, la mission est accomplie. Oliver, Will, Nick et Rob n'ont pas vraiment eu le temps de réaliser ce qui vient de se passer et doivent maintenant regagner la côte, toujours à la rame. Merci, vous pouvez être fiers de vous, les gars. Pas de problème. Bravo à vous et merci. Au revoir.
Ce jour-là, la tentative de record du monde est malheureusement interrompue. Les 4 marins rameurs peuvent néanmoins se féliciter d'avoir croisé le chemin de cet homme, une rencontre qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Les héros du jour ont sauvé une vie et s'entraînent déjà pour de nouvelles aventures. Nous sommes au pôle Sud, à l'autre bout du monde, en Antarctique, un continent composé à 98% de glace. Ici, les scientifiques côtoient les touristes qui viennent observer les grands cétacés. Ce jour-là, des visiteurs norvégiens font connaissance avec des orques sur les côtes de l'océan austral. En effet, les mammifères marins viennent se nourrir ici depuis qu'une colonie de manchots y a élu domicile. Pour les orques, c'est un véritable garde-manger. Alors que les touristes filment les cétacés, ils sont témoins d'une bien étonnante course-poursuite. Au large, des orques pourchassent un jeune manchot papou. Mais l'oiseau marin est vif et d'une agilité à toute épreuve. Les prédateurs ne sont pas au bout de leur peine. Les orques n'abandonnent pas pour autant. Elles ne sont pas prêtes à laisser filer leur déjeuner si facilement. Et puis, contre toute attente, l'oiseau saute et se réfugie à bord du petit bateau. Les touristes n'en croient pas leurs yeux. Très vite, l'embarcation est encerclée par les orques qui se lancent dans une ronde d'intimidation. Mais la présence de l'homme les dissuade d'attaquer. Le petit manchot a compris que tant qu'il est à bord, il est en sécurité. Il tente même un rapprochement avec les visiteurs. Après de longues minutes d'attente, les orques capitulent et s'éloignent en quête d'une autre victuaille. Une fois n'est pas coutume, le petit manchot a gagné la partie. Le nouveau meilleur ami de l'homme a rejoint tranquillement la côte pour y retrouver ses congénères. Il est malin, le petit manchot. C'est un petit malin. Il a tout compris. Bravo au premier gagnant qui remporte un chèque de 1 500 €. Son nom s'affiche en bas de votre écran. Bravo. Et tout comme lui, vous pouvez tenter votre chance et peut-être gagner le deuxième chèque de 1 500 €. Pour cela, il faut répondre à cette nouvelle question. Concentrez-vous. Que découvrent 4 Anglais en pleine mer? Une voiture, 1, 2, un avion, 3, un animal. Jouez par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 7 14 14 ou alors en téléphonant au 36 80 et le gagnant sera tiré au sort par notre huissier. En attendant, nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite du meilleur des 30 histoires spectaculaires. Un aperçu de ce qui vous attend après la publicité. À tout de suite. À tout de suite. Les pompiers d'Atlanta sont appelés en urgence sur les lieux d'un incendie. Une fois sur place, ils se retrouvent confrontés à une situation surréaliste. Au sommet de cette grue, un homme est prisonnier des flammes et la grue commence à brûler. Rishi Baveja est amateur de sensations fortes. Lors d'un séjour en Thaïlande, il a voulu essayer une discipline à haut risque, le saut à l'élastique. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Juillet 2004, aux États-Unis, la famille Le Corias assiste à un spectacle unique mettant en scène le plus redoutable des mammifères marins, l'orque. Mais en plein numéro, l'animal attaque. Vous êtes bien sur le plateau du meilleur des 30 histoires spectaculaires. Et pour commencer cette dernière partie, direction la Malaisie. En 2001, se tenait à Kuala Lumpur une épreuve décisive pour le championnat du monde de base jump. Vous savez, c'est ce sport extrême qui consiste à sauter en parachute à partir de points fixes. Une prouesse qui a bien failli tourner au drame pour le Britannique Pierre Pascal. Au départ des célèbres tours jumelles Petronas, son parachute s'ouvre mal. La suite se passe de commentaires. Alors, surmenage, stress ou fatigue, ce sont peut-être les raisons qui ont provoqué l'incident qui va suivre. Alors qu'elle effectue un numéro avec son dresseur attitré, une orque de 6 tonnes et de 8 mètres de long se révolte. Le soigneur va vivre un calvaire qui va durer 7 longues minutes sous les yeux effarés de centaines de spectateurs.
Quand une attraction qu'on croit parfaitement rodée dérape, il faut s'attendre au pire. Ce jour-là, la famille Le Courrias venait admirer l'agilité d'une orque. Mais ils ne s'attendaient pas à un tel spectacle. « 23 juillet 2004, Texas, États-Unis. Justin a décidé de faire découvrir le parc de SeaWorld à ses enfants. Pour l'occasion, ce père de famille a acheté un caméscope. Tout au long de l'après-midi, il ne rate rien des attractions. Vers 16h, Q-Ket, la star du parc, fait son entrée dans le bassin. Le spectacle met en scène le plus gros et le plus dangereux mammifère marin du monde, l'orque. C'est un animal qui est en tout cas très intelligent et qui est totalement indomptable par l'homme. L'animal est très dangereux. Rien qu'avec un coup de queue, il est capable de soulever 500 kg à 10 mètres d'auteur. Q-Ket, 6 mètres de long pour 3 tonnes, exécute à la perfection les différentes figures qui lui sont imposées. Les soigneurs postés au bord du bassin gardent un œil vigilant, tout en orchestrant la très bonne ambiance du moment. Les 5 premières minutes du spectacle étaient parfaites. Il y avait une ambiance formidable, les soigneurs dansaient en tapant des mains. C'était vraiment bien. C'est exactement ce que j'attendais de notre journée. Mais très vite après le début du spectacle, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. En effet, Q-Ket plonge maintenant sur son soigneur, comme si elle voulait le couler. L'homme est en danger, mais il ne laisse rien paraître. Le spectacle continue. Tout le monde continuait d'applaudir. Les gens pensaient que ça faisait partie du spectacle. Mais en fait, l'orque essayait de faire couler le soigneur pour de bon. Au bord du bassin, les autres soigneurs tentent d'attirer l'attention de l'orque, mais plus rien ne semble la détourner de sa proie. La situation devient inquiétante. L'homme ne sait pas combien de temps il va encore pouvoir esquiver l'animal. Un moment d'inattention, et il peut se faire assommer. Je disais à ma femme, mais couvre les yeux des enfants. Elle m'a répondu, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne voulais vraiment pas qu'ils voient ça. La situation est complexe. L'orque semble désormais incontrôlable. Cela fait maintenant plus de 7 minutes que le soigneur est malmené et il s'épuise. Il ne parvient pas à sortir du bassin. S'il s'approche trop près du bord, il peut se faire écraser par l'orque. Et puis, contre toute attente, l'orque se calme. Le soigneur tente alors le tout pour le tout, enjambe l'animal et sort de l'eau. Il est hors de danger, mais il vient d'échapper au pire. Il est très rare de voir ce genre de situation où l'animal décroche et prend le soigneur comme jouet. Ces animaux sont à l'école, en quelque sorte. Et de temps en temps, on sait très bien que quand on va trop loin dans l'éducation d'un enfant, quand on pousse un petit peu trop loin en classe, il décroche. Et quand il décroche, qu'est-ce qu'il fait? Il dessine sur le mur, il fait des bêtises. Cet animal a décroché, il fait des bêtises. Sans le professionnalisme du soigneur, le spectacle aurait bien pu tourner au drame. Justin et les enfants savent maintenant que l'orque peut être une redoutable adversaire. Le base jump est un sport extrême. Pierre Pascal en a mesuré les dangers. En 2001, il s'est écrasé sur la façade d'une tour. Ce jour-là, il aurait pu perdre la vie. Il revient de loin. Sauter depuis le Corcovado de Rio ou depuis des falaises enneigées, c'est l'affaire des base jumpers. Un sport extrême interdit dans de nombreux pays. 200 personnes le pratiquent en France malgré son interdiction. Dans le monde, ils sont 10 000. 28 août 2001, Kuala Lumpur en Malaisie. C'est depuis les célèbres tours jumelles Petronas, considérées comme les plus hautes du monde, qu'est organisée l'une des plus importantes compétitions de base jump. 50 participants sont venus du monde entier. Parmi eux, Pierre Pascal, un sportif de 41 ans. Il représente l'Angleterre. Pierre pratique le base jump depuis 5 ans, avec plus de 140 sauts à son actif.
J'avais décidé que ce serait mon dernier saut, et vu que c'était depuis les plus hautes tours du monde, je me suis dit que c'était l'idéal pour finir ma carrière en beauté. À 400 mètres du sol, Pierre s'apprête à se jeter dans le vide. Je m'approche de la rampe, je me sens calme, détendu, concentré, je me sens bien. J'effectue une chute libre de 4 secondes, j'ouvre mon parachute, mais tout à coup je ne comprends plus rien. Je me vois foncer vers la façade de l'immeuble. Lancé à plus de 200 km/h, l'Anglais perd le contrôle de sa voile. Il est projeté sur l'une des 2 tours. Quand je vois que je vais m'écraser contre la tour, je me dis qu'il faut que je me protège. Alors je joins mes 2 jambes et je fais tout mon possible pour amortir le choc. C'est d'ailleurs ce qui m'a sauvé. Ce jour-là, Pierre est équipé d'une caméra embarquée sur son casque qui va immortaliser la scène. Sur la vidéo, on m'entend geindre. En fait, j'essaie de rassembler toutes mes forces pour ne pas percuter la tour. Je fais tout ce que je peux pour sortir de cet enfer. Après avoir percuté la tour, j'ai continué ma chute, puis j'ai atterri au pied de l'immeuble. Personne ne savait si j'étais vraiment blessé. Une fois au sol, tout le monde a constaté avec joie que je n'avais rien. C'était très émouvant de se retrouver dans cette situation. Ça aurait pu être bien pire. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Ce jour-là, Pierre Pascal est devenu un survivant de l'impossible. Mais pour lui, le base jump, c'est désormais de l'histoire ancienne. Depuis ce jour où j'ai réussi à survivre, j'ai décidé d'arrêter le base jump. Mais c'est un jour vraiment spécial, car 4 ans après, jour pour jour, ma première fille est née. Je me suis dit que j'avais vraiment beaucoup de chance, car si je n'avais pas survécu, je n'aurais jamais pu vivre ce moment magique. Moi aussi, j'ai arrêté le base jump, définitivement. Oui, on est bien sur Terre, je trouve. Est-ce que, Carole, vous savez ce qu'est un pont levant par rapport à un pont-levis? On apprend ça quand on est en 9e ou en 8e, à l'école. Eh bien, c'est un pont dont le tablier se lève dans son intégralité à l'horizontale pour laisser passer les bateaux. Supposez maintenant qu'un énorme bateau se présente, mais qu'au moment où il s'engage sous le pont, ce dernier descende au lieu de monter. Eh bien, cela donne des images saisissantes. Ce n'est ni un film catastrophe, ni une cascade hollywoodienne. Et pourtant, 12 août 2001, province de l'Ontario, au Canada. Il règne ce matin-là une effervescence très inhabituelle sur les rives du canal Welland. C'était comme dans un rêve. C'était incroyable. Je n'arrive toujours pas à y croire. Un homme a crié « Éloignez les enfants, il va y avoir un drame ». Alors j'ai levé les yeux et c'est là que j'ai vu le pont descendre et le bateau qui fonçait dedans. Les dégâts sont considérables, le pont levant est défoncé et hors d'usage. Un cargo de 6000 tonnes n'est plus qu'un vaste amoncellement de débris et de ferrailles. Mais que s'est-il donc passé? Au moment de l'impact, c'est la stupeur. La plateforme du pont descend au lieu de monter. Le choc est inévitable. Tout est détruit à bord du navire. Et la tragédie ne s'arrête pas là. Après le choc, le bateau s'embrase. Les flammes atteignent 20 mètres de haut. Le capitaine évacue le navire en catastrophe. Des centaines de pompiers et une nuit entière seront nécessaires à l'extinction de ce feu. Le responsable des transports maritimes canadiens tente de trouver une explication rationnelle. Le capitaine du bateau a appelé l'opérateur du pont pour lui demander de répéter l'autorisation de passage. Les 2 hommes ne se sont pas compris et au lieu de lever le pontier l'a descendu. Une question subsiste. Comment expliquer cette impensable manœuvre? Les conclusions de l'enquête sont sans appel.
L'accident n'est pas dû à un excès de vitesse du bateau, ni même à une défaillance technique. Le pontier chargé des manœuvres était en état d'ébriété, mais il ne semble pas décidé à reconnaître les faits. Ces images uniques sont aujourd'hui un cas d'école pour les élèves officiers de la marine marchande. Heureusement, ce jour-là, il n'y aura eu que des dégâts matériels. Le reportage que vous allez voir maintenant était censé illustrer la fiabilité d'un nouveau système de sécurité des passages à niveau aux États-Unis. Tout est réglé au millimètre, tout est prêt, la presse est convoquée, mais là, rien ne se passe comme prévu. En effet, parfois, vous le savez, Carole, il suffit de planter une caméra de télévision quelque part et puis tout tourne mal. Cela explique peut-être en partie, en tout cas, cet incroyable accident. Mais avant cela, direction la mégalopole de Sao Paulo. C'est la plus grande ville du Brésil avec ses 11 millions d'habitants et ses gratte-ciel. Et c'est sur la façade d'une de ces tours de verre que notre histoire se déroule. En effet, 2 laveurs de carreaux sont pris en pleine tempête. Les rafales de vent atteignent 150 km/h. Suspendus à un échafaudage à 50 mètres au-dessus du sol, les 2 hommes ont bien du mal à garder l'équilibre. Pour l'un d'entre eux, c'était son premier jour de travail. Pris au piège dans une tempête à 50 mètres du sol, ces 2 laveurs de carreaux ont cru vivre leurs derniers instants. Sao Paulo, au sud-est du Brésil. En septembre 2009, une violente tempête s'abat sur la ville. Des centaines d'arbres sont déracinés, des toitures arrachées et des maisons entièrement détruites. En quelques minutes, des rafales de vent de 150 km/h balayent tout sur leur passage. Et sur l'avenue Paulista, l'ambiance est à l'angoisse. Suspendus à 50 mètres du sol, 2 laveurs de carreaux sont prisonniers de leur nacelle. Je venais d'être embauché. C'était la première fois que je montais dans une nacelle. Et quand le vent s'est levé, c'était l'horreur. Je voulais le rassurer, mais c'était plus fort que moi. Je lui disais tout le temps, c'est fini, on va mourir. À chaque rafale, les 2 hommes pensent que leur dernière heure est arrivée. Mais impossible d'immobiliser la cage en métal, le vent est trop fort. Le seul endroit où je pouvais m'accrocher, c'était au câble. Mais je n'arrivais même plus à tenir debout. Quand soudain, la nacelle vient de percuter la façade du gratte-ciel. Luttant contre des rafales de 150 km/h, les laveurs de carreaux risquent à tout moment de basculer dans le vide. Au même instant, depuis leur bureau, des dizaines de personnes assistent impuissantes au drame qui se joue devant leurs fenêtres. On a entendu un bruit sourd et on a vu la nacelle s'écraser contre la façade. C'était terrible. Le choc a été très violent. Mais les chocs se répètent, de plus en plus violents. À tout moment, les câbles sont susceptibles de lâcher. Les 2 hommes tentent d'atténuer les mouvements de la nacelle avec leurs bras. Au 35e étage, le sauvetage de la dernière chance s'organise. On a démonté la fenêtre et j'ai pris mon blouson, je l'ai agité dans le vide. Je le tenais par une manche et je priais pour qu'il réussisse à attraper l'autre manche. Quand j'ai aperçu le blouson, je m'y suis accroché de toutes mes forces. On s'y est mis à 5 pour tirer sur le blouson, mais on avait tellement peur de ne pas avoir la force de les tirer jusqu'à nous. Heureusement, personne ne lâche prise et après 10 interminables minutes, les 2 hommes regagnent la terre ferme. Le lendemain, nos 2 miraculés sont accueillis par leur sauveur. Ils n'oublieront jamais qu'ils sont passés à 2 doigts de la mort, mais quelques jours après cette aventure, ils remontaient déjà à bord de leur nacelle. « 17 février 2005, Oxnard, Californie. Plusieurs chaînes de télévision tournent un reportage pour vanter les mérites et la fiabilité des passages à niveau. Elles ne vont pas être déçues. Un poids lourd va s'engager sur le passage à niveau alors que la barrière est en train de descendre. Au même moment, un train arrive à plus de 110 km/h. La catastrophe est inéluctable. Ces images sont hallucinantes, elles sont dignes d'un film à grand spectacle.
Et pourtant, tout cela est bien réel. Peu après le choc, c'est l'affolement. À cet instant, on ne donne pas cher de la peau de Teresa Senator, la conductrice du camion. Et pourtant, miracle, elle est indemne et s'en tire même sans la moindre égratignure. Reste à comprendre ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive là. En fait, il semble que la conductrice du camion se soit focalisée sur le feu du croisement et non sur celui du passage à niveau. Une fois engagée sur la voie, elle réalise son erreur, mais trop tard. La remorque est pulvérisée, mais la cabine reste intacte. Ironie du sort, si ce jour-là, les chaînes de télévision n'ont pas eu le reportage qu'elles souhaitaient, elles ont sans aucun doute eu beaucoup plus fort. Allez. Encore une discipline qui plaît énormément à Jacques Le Gros. J'adore ça. En juillet 2008 se tenait la 14e édition des X Games, cette compétition de sport extrême réunissant plusieurs disciplines spectaculaires, dont le skateboard. Dont je suis un grand spécialiste, évidemment. C'est à l'occasion de l'une de ces épreuves que l'on a frôlé le drame. Le champion américain Danny Way s'envole à plus de 20 mètres au-dessus du sol, mais il rate son atterrissage. Âme sensible, s'abstenir. La méga rampe, l'une des disciplines les plus dangereuses du skateboard. En juillet 2008, lors du championnat international, une catastrophe a été évitée de peu. Danny Way est quasiment né sur un skateboard. La première fois qu'il monte sur une planche à roulettes, il n'a que 6 ans. Après des années de pratique, il invente la méga rampe, grâce à laquelle il bat les records mondiaux de saut en longueur et en hauteur. Particulièrement dangereuse, la méga rampe est une épreuve des X Games, la plus grande compétition au monde des sports extrêmes. Nous sommes le 31 juillet 2008 à Los Angeles. C'est le premier jour de la 14e édition. Les meilleurs skateurs du monde s'y sont donné rendez-vous. C'est une grosse compétition avec des spots sur vous, du public qui crie de partout. Évidemment, les skateurs qui sont aux X Games sont des superstars dans ce milieu. Donc forcément, il y a du spectacle, il y a du niveau, il y a de l'engouement, il y a du public. Danny Way s'élance pour son premier saut. Cette épreuve, il la connaît bien et pour cause, c'est lui qui l'a conçue. Aujourd'hui, il est bien décidé à pulvériser tous les records. Il fait un 540, donc il ne voit pas tout le temps. Mais au moment où il se tourne vers le bas pour voir où il doit atterrir, il sait qu'il n'est pas au bon endroit. Stéphane Larence, double champion de France, n'a rien oublié de cette terrible chute. L'impact est quand même très très violent. Donc pendant un petit moment, je me demandais si cette tibia n'était pas cassée. Après une attente qui paraît interminable, Danny se relève. Ses chevilles semblent touchées. Les médecins de la compétition lui recommandent de tout arrêter. Mais le champion ne veut pas en rester là. Et contre l'avis de tous, Danny remonte sur son skate. Il poursuit la compétition. À la deuxième épreuve, mon accident a été terrible. L'année dernière, un autre skateur avait fait une chute un peu semblable. Je me suis pris les pieds sur le bord de la rampe et je suis tombé. Mais malgré la douleur, j'ai décidé d'y retourner. Le plus dur, c'est se remotiver, c'est d'oublier qu'on a eu mal quelque part, parce que généralement, quand on se met mal quelque part et qu'on retombe, on se refait mal au même endroit. Donc il faut oublier la douleur et la blessure. Tout espoir de victoire semble écarté pour Danny. Le skater saute à nouveau et réussit cette figure qui a failli lui coûter la vie quelques instants plus tôt. Le public jubile, Danny obtient la 2e place du classement général. Un exploit. Ce soir, j'ai failli mourir en prenant trop de risques. Mais finir premier ou dernier, ce n'est pas grave. L'important, c'est de participer. Aujourd'hui, Danny Way a repris les chemins de la compétition, toujours plus haut, toujours plus fort. Voilà,
Je crois. On dit souvent que c'est le risque du métier, c'est ce qui aurait pu se dire notre précédent candidat, mais quand ce fameux risque devient réalité, c'est le drame. Prenez l'exemple d'Iver Sims, un grutier américain, alors qu'il travaille sur sa grue à 80 mètres du sol, le bâtiment qu'il surplombe va prendre feu. L'homme se retrouve alors livré à lui-même. Une scène de détresse se déroule alors en plein ciel. Même pour un pompier expérimenté, certaines missions s'avèrent parfois plus délicates que prévues. Sur un chantier ravagé par les flammes, un soldat du feu va prendre les risques les plus fous pour sauver la vie d'un homme. C'est une journée comme les autres pour les pompiers d'Atlanta. Plusieurs fois dans la matinée, la réactivité des hommes a été mise à l'épreuve. Sang-froid et esprit d'équipe ont été les seules armes pour faire face aux situations les plus dangereuses. Mais ce jour-là, ils n'imaginaient certainement pas que leur mission se poursuivrait en enfer. Il était environ 13 h quand l'alerte a été donnée. On signalait un incendie gigantesque dans le quartier de Fulton Cotton Mills. On a sauté dans le camion, on a traversé le quartier et au coin de la rue, on a commencé à voir une fumée blanche. Un violent incendie se déclare sur le chantier d'une usine désaffectée. Le brasier se propage à une vitesse vertigineuse. Aucune victime n'est à déplorer, mais à 80 mètres du sol, on signale un homme pris au piège au sommet de sa grue. L'incendie gagne du terrain et empêche tout accès au secours par le sol. Une seule issue reste possible, la voie des airs. Là-haut, la cabine de la grue commence déjà à brûler. Sans réfléchir, l'unité de Matt Mosley se lance sans filet dans un sauvetage avec les moyens du bord. Un hélicoptère de fortune équipé d'un câble de 10 mètres de long décolle. À l'autre bout, attaché à un harnais, Matt va tenter d'attraper le grutier à bras-le-corps. C'est une première pour Matt et pour son équipe. Le pilote a vraiment été très fort parce qu'il devait maintenir l'hélicoptère en stationnaire au sommet de la grue, ce qui pour n'importe quel pilote est extrêmement difficile. Matt atteint enfin la structure métallique. Mais il doit encore longer la grue car l'homme s'est réfugié sur le contrepoids en béton pour échapper à la chaleur. Le brasier s'étend encore, l'air est irrespirable, les deux hommes doivent quitter les lieux sans attendre. L'heure de la délivrance est enfin arrivée pour le grutier. Pendant 3 minutes, les deux hommes vont rester suspendus dans les airs. Matt rassure comme il peut le rescapé. J'ai dit au grutier que le patron m'avait obligé à venir le secourir alors que c'était mon jour de repos. Cela ne l'a pas fait rire du tout. Moi je pensais que c'était drôle, mais visiblement il n'était pas de cet avis. Si le grutier a perdu momentanément le sens de l'humour, c'est avec bonheur qu'il retrouve la terre ferme, après plus de 2 heures d'angoisse. Immédiatement, le rescapé est pris en charge par les équipes de secours. Matt, lui, garde la tête froide, malgré les décorations et les honneurs. Je suis fier que les autres aient été également récompensés pour ce sauvetage. En fait, je ne suis qu'un pompier parmi tant d'autres, je ne suis pas un héros. Tellement impressionné et reconnaissant envers ses sauveurs, le grutier a décidé de rejoindre la cause des pompiers d'Atlanta. Alors, Jacques, oui. Un bateau à moteur qui tracte une personne attachée avec un parachute, ça s'appelle comment? Une forte envie de se casser la figure. Non. Plus simplement, du parachute ascensoriel. Ah oui, ça Vous avez déjà tenté l'expérience? Oh, tous les matins, pratiquement, j'essaye ça. En sortant du lit, en sortant du passant sous la douche, c'est une expédition. Alors, pour cette jeune Canadienne, l'expérience a été inoubliable, d'autant qu'un vidéaste amateur a immortalisé toute la scène. Envolons-nous au Canada. À l'ouest du Canada, le lac d'Osoyos est réputé pour être le plus chaud du pays. Chaque été, les vacanciers s'y pressent. Jeux, pique-niques, baignades. Ici, les activités ne manquent pas. Cindy, elle, préfère les émotions fortes. Elle effectue son baptême de parachute ascensionnel sous l'œil bienveillant d'un ami qui filme ses prouesses depuis la plage. Mais cette journée qui avait si bien commencé va vite tourner au cauchemar. En quelques secondes, le ciel se couvre. Des bourrasques de vent s'engouffrent dans le parachute. Cindy est retenue dans les airs à plus de 50 mètres d'altitude. Paralysée par la peur, seule une corde la sépare de son moniteur. Elle n'a pas d'autre choix que de s'en remettre à lui pour regagner le bateau. Un terrible bras de fer va maintenant se jouer sous ses yeux impuissants.
Le vent soufflait tellement fort qu'ils n'ont pas pu la ramener vers le bateau. La corde était sur le point de casser. Elle était vraiment tendue à son maximum. Cindy continue de prendre de l'altitude. À tout moment, la jeune femme peut se faire littéralement aspirer par le ciel. Le pire, c'est que le lac est encerclé par des lignes à haute tension. Sur le bateau, le moniteur ne contrôle plus la situation. Alors si même l'équipage ne peut pas venir en aide à Cindy, qui peut le faire ? Contre toute attente, les vacanciers, alertés par les cris, se jettent à l'eau sans se concerter. Ensemble, ils vont tenter de ramener Cindy sur la terre ferme. Le but, faire contrepoids. Très vite, une marée humaine se forme autour du bateau. Et une incroyable chaîne de solidarité s'organise. 150 personnes se succèdent pour tirer sur la corde. Les premiers signes de réussite s'annoncent. Cindy perd enfin de l'altitude. Dans une dernière impulsion, les efforts de chacun sont enfin récompensés. Cindy est maintenant à portée de main. Elle est accueillie avec chaleur par ses sauveteurs. Un formidable élan de solidarité a permis ce jour-là d'éviter le pire. Moi, je trouve ça formidable pour ceux qui s'ennuient à la plage. Au moins, ça fait une occupation. Voilà, quand vous n'avez pas envie de rester sur votre transat. Direction le Japon maintenant, où en août 2007, un Boeing 737 a été victime d'un accident, mais un accident qui est devenu un cas d'école. Alors, l'avion atterrit normalement, rejoint comme il se doit son point de stationnement, et c'est à ce moment-là seulement qu'un incident se produit qui aurait pu être catastrophique. Ces images ont fait le tour du monde. Le 20 août 2007, un Boeing 737 en provenance de Taïwan amorce sa descente vers l'aéroport d'Okinawa, au Japon. À bord, 157 passagers qui sont à 1000 lieues d'imaginer ce qu'ils vont vivre. Un vol de routine dans un ciel sans encombre. Chacun s'apprête à débarquer tranquillement, mais alors que l'avion vient de s'immobiliser, c'est la première fois qu'un tel accident est filmé. La procédure d'urgence à peine déclenchée et le dernier passager évacué, une violente explosion se produit. C'est impressionnant de voir cette explosion quelques secondes à peine après l'évacuation du dernier passager. Il faut savoir qu'une évacuation doit être menée en moins de 90 secondes. Et ce temps de 90 secondes n'a pas été choisi par hasard. C'est en fait le temps théorique dont on dispose avant que le kérosène ne s'enflamme. Les flammes ravagent l'avion. Devant l'ampleur de la catastrophe, la télévision japonaise décide d'interrompre ses programmes pour un flash spécial. Nous venons de l'apprendre. Un feu vient de se déclarer dans un avion sur l'aéroport d'Okinawa. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. Dans l'aérogare, les premiers rescapés surgissent, hagards. Sous le choc, ils ne réalisent pas. J'ai d'abord senti une odeur de fumée, et puis j'ai vu des flammes sortir de l'aile de l'avion. Les hôtesses nous rassuraient en disant que ce n'était pas grave et que l'odeur de brûlé venait des pneus. Mais quand on a vu les flammes, elles nous ont dit d'évacuer. Nous avons beaucoup couru, il faisait très chaud et j'ai vu l'avion exploser, juste après avoir quitté le toboggan. Les secours s'activent toujours autour de l'appareil en flammes, mais le pilote reste introuvable. Bravant le risque d'une nouvelle explosion, les pompiers tentent alors d'approcher le cockpit pour le retrouver. Mais au même instant, une passagère est formelle. Je vous assure, le pilote est vivant. Il est sorti par la fenêtre, accroché à une corde. Le pilote est sain et sauf. Il n'y aura donc aucune victime. De la même façon que chaque porte est équipée d'un toboggan, chaque cockpit est équipé d'un nombre de cordes égal au nombre de sièges. Depuis cet accident, ces images sont montrées pour la formation des personnels navigants. Pour les réfractaires aux disciplines extrêmes, oui, alors ce ne sont pas les images qui vont suivre qui vont arranger les choses.
Cette histoire est un véritable scénario catastrophe. Richie a 22 ans, il est en vacances en Thaïlande avec des amis quand il décide de s'essayer à un saut vertigineux de 50 mètres. Mais à la suite d'un problème technique, l'impensable survient, le jeune homme s'écrase et Richie nous raconte son incroyable aventure, une aventure qui est notre numéro 1 ce soir. Pour cet amateur de sensations fortes, ce premier saut devait être un pur moment de plaisir. Richie Baveja a 22 ans, il est étudiant en économie à Londres. L'année dernière, il a brillamment décroché un diplôme de la prestigieuse université de Cambridge. Alors pour fêter ça, le jeune homme s'est offert un voyage au bout du monde. Accompagné de 2 amis, il a choisi de découvrir la Thaïlande, emportant avec lui un précieux document. On a écrit la liste des choses qu'on voulait absolument faire dans notre vie. Mais ça ne devait jamais avoir de rapport avec le travail. Ça pouvait être des choses très différentes, comme sauter à l'élastique, apprendre l'italien ou à jouer de la guitare, les choses de la vie. Mais une fois à destination, cette liste ne leur est plus très utile, car nos vacanciers enchaînent les activités. Après un mois d'un séjour plutôt festif, il faut déjà penser au retour. Et d'ailleurs, les amis de Richie doivent rentrer plus tôt que prévu. Même seul, le jeune homme est bien décidé à profiter pleinement de ces 2 derniers jours. Il tombe alors sur une brochure proposant des sauts à l'élastique. Quand j'ai vu qu'une telle opportunité se présentait ici, en Thaïlande, je me suis dit, c'est génial, je vais avoir l'occasion de rayer quelque chose de ma liste. J'ai eu ma mère au téléphone, elle était anxieuse, mais je l'ai rassurée, je lui ai dit que l'organisation était sérieuse et que je ne risquais rien. Mais malgré cela, il m'a bien fallu 1 heure pour la rassurer. C'est donc tout à fait confiant que Richie se rend sur ce lac, près de Phuket. Les sauts ont lieu depuis cette plateforme installée à plus de 50 mètres de haut. Pour Richie, l'ascension est impressionnante. On est monté, 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 et je me disais que ça commençait quand même à faire très haut. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder en bas, et ce n'est sûrement pas la meilleure idée que j'ai eue. Enfin, le moment tant attendu arrive. Pour la première fois de sa vie, Richie va se jeter dans le vide. Je ressentais toutes sortes de sensations, de la peur, de l'excitation, mais j'étais surtout effrayé. J'ai fait un signe de croix juste avant de sauter. Non que je sois très croyant, mais c'était plutôt instinctif. Richie s'élance quand la sangle qui relie ses jambes à l'élastique cède. Lancé à 130 km/h, le jeune homme disparaît dans l'eau. Je n'ai pas tout de suite compris que le harnais s'était détaché. Et ce n'est que quand j'étais dans l'eau que j'ai compris que ça avait mal tourné. Et je ne pensais qu'à une chose. Il fallait que je remonte très vite à la surface. Richie est secouru. Il a perdu connaissance et de nombreux organes vitaux sont sévèrement touchés. Lorsque je me suis réveillé à l'hôpital, j'étais branché de tous les côtés. Et là, je me suis rendu compte que j'étais dans un sale état. Si j'étais entré dans l'eau la tête la première, je ne serais sûrement pas ici pour en parler. Après 2 mois d'hospitalisation, Richie est de nouveau sur pied. Aujourd'hui, il est en pleine forme et le plus étonnant, c'est qu'il n'est pas prêt à renoncer au saut à l'élastique. Je peux vous dire qu'à l'avenir, je vérifierai le harnais de sécurité. Mais en même temps, c'est drôle de se dire que la première fois, j'avais acheté un ticket pour 2 sauts. Donc, il m'en reste encore un. Prochain objectif pour Richie, un saut en parachute. Mais cette fois, il a pris ses précautions. Il ne dira rien à sa mère. Carole, c'est bientôt votre anniversaire, non? Parce que j'ai un cadeau pour Carole. Pour son anniversaire, c'est un saut à l'élastique. Je préfère le parachute et en tandem si ça vous embête pas, mais je prends le cadeau avec plaisir. Merci Jacques.
Alors ce soir, vous allez peut-être jouer avec nous pour gagner le deuxième chèque de 1 500 €. Le nom de l'heureux gagnant s'affiche en bas de l'écran. Félicitations à vous. Cette émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un nouveau numéro de 30 Histoires. Merci à vous, cher public. Merci à vous de votre fidélité. Très bonne soirée sur TF1. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Carole. Bonsoir.